à tous et bienvenue à l'émission cette semaine dans d'Autré. Chloé Lemont à l'animation aujourd'hui. Durant cette émission, nous reviendrons sur des nouvelles marquantes de la dernière semaine. Notre actualité cette semaine, c'était soir de première pour plusieurs conseils municipaux cette semaine, dont Lanoret, Berthierville et la visitation de l'île du Pas, entre autres. Le conseil de Saint-Ignace-de-Loyola avait également lieu cette semaine. La sermentation de M. Villeneuve, qui est le nouveau maire de Lanoret, ainsi que Alain Goyette, qui est le nouveau maire de la visitation de l'île du Pas, a aussi été fait en début de semaine avec les membres de leur conseil. Yves Perron, accompagné des députés bloquistes, René Villemur, député de Trois-Rivières, et Louis Plamondon, député de Bécancour, Nicolas Sorel, ont détaillé les 5 priorités qu'ils mettront de l'avant à l'aile parlementaire pour la région, ainsi que pour leurs principaux enjeux locaux en conférence de presse plus tôt cette semaine. Dominique Ducharme, entraîneur-chef du Canadien de Montréal, était de passage à Notre-Dame-des-Prairies, sa ville natale, mercredi dernier, le 17 novembre. Il était accompagné de la journaliste sportive Chantal Maccabé. Donc, bonne émission à vous! Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Berthierville du 16 novembre 2021. Puisque tous les membres du Conseil sont présents en forme de colonne, je déclare l'ouverture de cette séance en présence de Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière. Si vous me permettez, je vais commencer par faire un petit moment de réflexion, donc je vous demanderai, s'il vous plaît, de vouloir vous lever. J'aimerais tout simplement commencer par peut-être une petite réflexion personnelle, si vous me le permettez. Ma fille aujourd'hui a écrit un superbe texte à l'université, elle a écrit un texte sur les féminicides, donc sur les femmes victimes de violences et sur les, malheureusement, certaines qui sont décédées, surtout dans la dernière année. Donc, si on pouvait avoir une petite pensée pour toutes les femmes victimes de violences. Merci. Bonsoir. Alors, bienvenue. Premièrement, c'est moi vous dire que je suis très fébrile, très heureux d'être là, très heureux d'avoir été choisi pour ce mandat de 4 années. Je tiens à féliciter premièrement tous ceux et celles qui ont travaillé dans les dernières années au Conseil. Je pense à Mme Nantel, entre autres, qui a donné beaucoup d'années. Tant comme conseillère, mais comme mairesse aussi, qui a fait un travail quand même, je pourrais dire, remarquable. Si on regarde un peu comment la ville s'est sortie de plusieurs situations économiques, situations financières depuis les années 2000. On en parlait l'autre jour, j'en parlais avec des gens, je disais que c'était quand même très belle façon que la ville s'est relevée. Je tiens à remercier aussi les gens qui ont participé, donc les élus sortants, donc M. Frappier, M. Perrault également. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui ont participé. Je pense à Patrick Guévremont qui s'est présenté. Ça prend beaucoup de courage pour se présenter. Une élection, c'est toujours, je crois, dans notre époque, un élément très important. Ça faisait 8 ans qu'il n'y avait pas eu d'élection. Par contre, je crois que les gens en avaient besoin. Les gens avaient besoin de s'exprimer. Je suis un peu déçu du taux de participation, mais par contre, il faut respecter autant ceux qui s'expriment que ceux qui décident de ne pas s'exprimer. Mais ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, on a été, je pense, dans la moyenne provinciale. Je tiens à féliciter mes collègues ici, les conseillers qui ont été réélus, soit qui ont été réélus par acclamation ou qui ont dû faire face à une élection. Donc, merci à tout le monde d'être là. Pour ma part, j'ai toujours une petite pensée pour mon père qui était maire pendant 12 ans à Sainte-Geneviève-de-Berthier, qui est décédé il y a 10 ans. Mon père a toujours mis son cœur dans son rôle de maire à Sainte-Geneviève. Je compte bien faire la même chose de mon côté. Si j'ai un souhait à faire pour ces 4 prochaines années, c'est que le Conseil travaille vraiment dans l'unité.
dans le respect. Je pense qu'on s'est déjà rencontrés et je pense qu'on a déjà beaucoup de points en commun. On a beaucoup d'idées en commun. On a beaucoup aussi de travail à faire, mais on est, je pense, tout le monde décidé à faire du mieux qu'on peut pour faire de notre ville, à faire rayonner. Comme je disais, le travail a été bien fait dans les dernières années. Maintenant, il est temps de passer à autre chose, puis c'est mon souhait que tout le monde travaille pour le développement de notre ville. Je voudrais aussi remercier Mme Sylvie Dubois, qui était présidente d'élection, avec toute son équipe de bénévoles, ça a été vraiment fait de façon impeccable. Je crois qu'on a pu constater le professionnalisme lors de la soirée des journées de scrutin, votre participation. Donc, c'était vraiment beau à voir des gens qui travaillaient avec le respect, avec l'organisation qui était impeccable. Donc, pour ça, ben, je tiens à féliciter Mme Dubois qui a été, encore une fois, impeccable. Merci beaucoup. Donc... Oui, alors on va commencer, dans le fond, avec Mme Latour. Je, Mélanie Messier, proclame par la présente Evelyne Latour, du 7 Mélèze Saint-Ignace de Loyola, GOK2PO, a reçu la majorité des votes légalement donnés et que, par conséquent, a été élue au poste de conseillère du district numéro 1. Donc, je, Evelyne Latour, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Ignace de Loyola, et je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Félicitations. Alors, je vais y aller pour M. Pierre-Luc Gartin. Je, Mélanie Messier, proclame par la présente que M. Pierre-Luc Gartin, 130 rue de l'École Saint-Ignace de Loyola, a reçu la majorité des votes légalement donnés et que, par conséquent, a été élu au poste de conseiller du district numéro 2. Alors, je, Pierre-Luc Gartin, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Ignace de Loyola, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci. Alors, M. Daniel Valois, je, Mélanie Messier, proclame par la présente que M. Daniel Valois, 1077 rue Saint-Michel, Saint-Ignace de Loyola, a reçu la majorité des votes légalement donnés et que, par conséquent, a été élu au poste de conseiller du district numéro 4. Je, Daniel Valois, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Ignace de Loyola, et je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. C'était bien? C'était bien. Bien, merci beaucoup. Félicitations. Eh bien, quand on a fait tous les représentants pour les comités, on avait nommé 2 personnes, M. Christian Valois et M. Michel Courchaine, mais ça prend 3 personnes sur le comité. Donc, là, on va nommer M. Christian Valois, M. Gilles Courchaine et M. Daniel Valois, et aussi de nommer Christian Valois comme représentant au conseil d'administration de la société et M. Gilles Courchaine et M. Daniel Valois à titre de substitut. Fait que ça me prendrait le proposeur. Madame Latour, M. Pierre-Luc Gartin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Est-ce que vous acceptez? Oui. Oui. Merci beaucoup. 8. Dépôt des intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil. Bien, dans le fond, tous les conseillers ont remis leur... C'est ça. On a tout rempli, comme à tous les ans, on remplit un rapport de pécunier, ce qu'on possède, ce qu'on a, ainsi de suite. Puis ça, c'est envoyé au gouvernement de Exactement, au ministère. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Gartin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. 9. Nommer un représentant et une coordinatrice de la bibliothèque. Bon, à la bibliothèque, attendez un peu, ici, c'est pour nommer M. Pierre-Luc Gartin comme représentant, Mme Evelyne Latour comme substitut, et de nommer Mme André Bergeron comme coordonnatrice pour la bibliothèque municipale pour 2022. Ça me prendrait un proposeur, M. Louis-Charles Gartin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Parfait. Vous acceptez, mesdames et messieurs? Oui. Parfait. Merci beaucoup.
Nommer un représentant au comité relatif à l'alimentation en eau potable. En eau potable, OK. Oui, ça, c'est moi qui ai nommé sur l'eau potable, puis il y a Louis-Charles Guertin qui est mon substitut. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchaine, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Parfait. M. Louis-Charles, vous acceptez d'être le substitut? Parfait. Et d'ailleurs, il peut assister à toutes les rencontres qu'on a avec la ville de Berthier. Concernant l'état des 3 ponts appartenant au MTQ, vous savez que j'avais... Le monsieur du Journal de Montréal m'avait appelé pour voir les ponts parce qu'on en avait parlé avec l'Action. Puis quand il a vu l'article, il m'a appelé. Il est venu ici, il a fait un article sur les ponts, comme quoi qui est en mauvais état. Puis là, je vais demander aux municipalités riveraines ici, comme l'île du Pas, même ceux qui, à Berthier, Sainte-Geneviève, et ainsi de suite, de nous appuyer dans notre demande, comme quoi qu'ils viennent réparer les ponts comme il faut. Là, c'est beau de faire du rapiaçage partout dans... On est rendu qu'on fait du rapiaçage partout dans la MRC d'Autrey, que ce soit vers Saint-Gabriel, vers Sainte-Élisabeth, ici à Saint-Ignace, ils font du rapiaçage. On n'a pas le droit, nous, ici, je ne sais pas pourquoi, on n'a pas le droit à de l'asphalte comme partout ailleurs. Aller dans Mauricie, aller à Joliette, c'est toute de belle asphalte qu'ils font. Et nous autres, ils font du rapiaçage, puis je me suis déjà fait dire comme quoi qu'ils faisaient ça parce que pour rendre les routes sécuritaires, mais on les mappait qui étaient. C'est ça, on va demander aux municipalités du pôle Berthier de nous appuyer. Ça prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. De 29 à 41, je vais vous nommer tous les comités qu'on a ici, les représentants qui vont être dessus, puis après ça, je ne vais prendre rien qu'un proposeur puis un secondaire, mais il va être nommé pour tous les comités. Pour le comité de la culture et de l'histoire, le nommé c'est M. Daniel Valois comme représentant et Pierre-Luc Guertin comme substitut. Le représentant de la CIRBI, la ZIP et la pêche sportive du Lac-Saint-Pierre, c'est M. Gilles Courchaine comme représentant et Louis-Charles Guertin comme substitut. Pour le maire suppléant, c'est M. Christian Valois. Pour le service sécurité incendie, c'est moi-même, puis comme M. Christian Valois, substitut. Les 3 représentants au comité de sécurité publique, il y a Mme Evelyne Latour, M. Gilles Courchaine et M. Louis-Charles Guertin. Le représentant des loisirs, c'est M. Christian Valois et Mme Evelyne Latour comme substitut pour les loisirs Saint-Ignace de Loyola. Pour la table, les 3 représentants à la table des aînés, c'est M. Daniel Valois, M. Pierre-Luc Guertin et M. Gilles Courchaine. À l'Office régional d'habitation de la MRC d'Autrey, c'est M. Daniel Valois. Les représentants pour le comité de Rio Tinto, c'est moi-même, M. Christian Valois et M. Pierre Dufresne. C'est ça? Ça prenait un maire. Oui, parce que le Rio Tinto, il a changé la méthode de procéder. Avant, il venait ici à peu près 2 fois par année. Il y en a 2 fois Sorel, 2 fois Sainte-Anne. Parce que là, ils ont décidé de former 3 comités, des 3 villes, mais ils demandaient le maire, un conseiller, puis un non-élu. Fait que quand on a le formé, on a demandé aux autres, puis on n'a plus joué aux autres, c'est M. Rose Dufresne qui a eu. Un représentant de la Société des traversiers, M. Daniel Valois et M. Pierre-Luc Guertin comme substitut. Le président du comité consultatif en urbanisme, c'est M. Christian Valois. Nomination d'un comité concernant le nouveau chalet des loisirs, c'était M. Christian Valois et ça va être aussi Mme Evelyne Latour. Nommé aussi un représentant à l'immigration de la MRC de Dautrey, il était nommé Mme Evelyne Latour. Fait que ça me prendrait un proposeur pour tous ces comités-là. Mme Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Fait que c'est tout. Le proposeur et le secondaire, il va être tous nommés sur chaque comité. 4.13. Séance extraordinaire du budget 2022. Il va falloir adopter un nouveau budget. Ça, c'est pas la date des rencontres qu'on va faire entre nous autres.
c'est la date à laquelle on veut adopter le budget comme tel. Vu qu'on est dans une année électorale, on a jusqu'au 31 janvier pour l'adopter. Il y a des dates qui ont été suggérées, soit le 13 ou 20 décembre, ou le 17 ou 24 janvier. Vu qu'on est du nouveau membre, est-ce qu'on est mieux de le faire en début janvier? Oui, des fois, pour laisser le temps de poser des questions, de s'installer, puis de... À cette heure, maintenant, le 17 ou 24. M. Rondeau propose le 24 janvier. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Représentant à la CIRBI, la Société de conservation d'interprétation des îles de Bâti et des Îles. Ça, la CIRBI, c'est la société qui opère le sentier pédestre qu'il y a juste ici, en sortant du pont, là, à l'entrée de la commune de Vertier, qui est différent de la commune de l'Île-du-Pas, et qui sont propriétaires d'une partie importante là, de tout ce qui se trouve du côté ouest de la route 158, là, quand on est allé au Castor, ceux autres sont propriétaires de ça. Cette société à but non lucratif-là fonctionne avec un conseil d'administration qui est composé d'utilisateurs, de citoyens et d'élus, dont entre autres un des postes qui est à un élu ici, qui va là. Ici, encore une fois, ça c'est une pratique qu'on a développée, je ne sais pas si c'était là avant, mais on a fait ça dans le dernier mandat, c'est que toutes les fois qu'on avait quelqu'un, on avait un substitut aussi de suite d'office, sans attendre que ça soit demandé, ou sans que des fois comme là, ça ne l'ait pas demandé, mais on va le faire pareil, on va rajouter un substitut. Ce qui est arrivé, c'est introduit un peu avec la notion de la pandémie, c'est qu'on s'est aperçu, mais c'est utile aussi, c'est pas juste si quelqu'un a une réunion qui a des symptômes cette journée-là, puis il ne peut pas se présenter là, à cause de la COVID, mais c'est utile aussi là, pour maladies, grippe, etc., etc. Fait que je prendrai un appel de proposeur pour nommer quelqu'un sur la CIRBI. Est-ce que quelqu'un seconde? Est-ce que Maïs, ça t'intéresse? Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Je vais faire la même affaire avec c'est la même proposition. Qui proposez-vous comme substitut? Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. Stéphane Lamar. Est-ce que c'est unanime? Nous avons Marie Scourchaine, principale, et Jacinthe Drainville comme substitut. « 8.2 Nomination de 2 représentants pour la discussion avec les présidents et syndics de la commune de l'Île-du-Pas. » D'entrée de jeu, nous trois, moi, François Drainville et Marie Scourchaine, on a des parts de commune, on est donc en conflit d'intérêts. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un problème administratif avec les numéros de matricule, fait en sorte que la commune n'a pas eu le remboursement de taxes foncières agricoles tel que les agriculteurs ont là. C'est un montant qui est envoyé directement à la municipalité puis qui est déduit de nos comptes de taxes. Ça, c'est des agriculteurs enregistrés, il faut le dire, parce que la commune est considérée comme un agriculteur enregistré. On a ces crédits de taxes-là. Il y a eu un problème de matricule, ça a engendré des frais, ça a engendré des intérêts. Puis en même temps, on a un bail avec eux pour l'aire de repos de la commune qui est échu depuis février, mais que de part et d'autre, avec la pandémie, il n'y a pas eu de rencontre ou de négociation. Même la commune ne s'est pas réunie non plus de façon formelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nommer une personne et encore là un substitut qui va aller rencontrer les pairs ou ceux que de l'autre côté vont être nommés à cet effet là, pour aller régler le litige, puis en même temps parler du bail qui est à venir. André Rondeau propose M. Serge Boucher, appuyé de qui appuyé Jacinthe a secondé pour Serge, et comme substitut, Jacinthe a proposé Stéphane et François a secondé.
Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Là, juste pour vous dire, il n'y a rien de prévu encore. Alors, je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté, justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Voilà. Merci. Point d'information. Moi, j'aurais peut-être un point à vous informer. Le dossier Clé d'Or. Alors, le dossier de la Clé d'Or, présentement, nous sommes à l'étape où on va demander une ordonnance à un juge. Et cette demande-là au juge ne peut pas se faire avant, je vous dirais, minimum 40 jours. Parce qu'il y a des délais à respecter. Donc, il y a 10 jours qu'on perd, plus 30 jours, le temps qu'on doit donner au propriétaire des lieux. Il y a un 30 jours là, il y a un 10 jours avant aussi pour la procédure. Par la suite, si le juge entend, et comme on pense qu'il va l'entendre, on espère avant Noël, si c'est possible, ça risque d'être serré, mais bon, il devrait l'entendre. Et s'il est favorable à l'ordonnance que le Conseil demande, à ce moment-là, il va donner un 15 jours supplémentaire. C'est la façon de procéder. Le juge donne un 15 jours supplémentaire au propriétaire, ce qui nous amène à un délai, je vous dirais, d'à peu près maximum 2 mois. Dans le meilleur des cas et dans le pire des cas, on pense que ce serait 2 mois. Madame Castonguay, peut-être des précisions par rapport à ce dossier-là? Bien, je pense que l'ancien, en fait, M. Jean, dans le dernier conseil, avait quand même donné des explications par rapport à ce dossier-là. Il avait expliqué qu'il y avait des procédures qui avaient été faites, qu'il y avait des avis qui avaient déjà été envoyés. Là, vous venez de donner l'étape suivante donc, de tout ça. C'est sûr que c'est un dossier qui a été suivi de près dans le passé, qui continue d'être suivi de près encore une fois. Donc, évidemment que dès qu'on pourra avoir une réponse à donner par rapport à tout ça, bien, vous en serez informés. Il y a aussi, il faut le dire, le fait que le Conseil passé, comme le Conseil présent, je pense que nous agirons de la même façon et je pense que tout le monde aimerait aussi être traité de cette façon-là, à savoir qu'on essaie toujours de collaborer avec les gens qui sont en infraction sur certains dossiers. Évidemment, il y a des dossiers plus préoccupants que d'autres, mais dans ce cas-ci, je pense que le Conseil passé avait cette sensibilité-là et nous aurons aussi, nous, cette sensibilité-là. Donc, donner une chance aux coureurs, comme on dit. Mais là, on arrive vraiment au terme où la situation va se régler en principe. J'espère janvier, fin janvier, neige, pas neige, on va ramasser puis on va faire... mais je dis ça, mais en même temps, peut-être que le monsieur va s'exécuter avant. Voilà. 22 et budget triennal d'immobilisation 2022, 23, 24, date d'adoption. Nous allons nous prévoir de la loi sur l'adoption des budgets, à savoir que normalement, on adopte le budget avant Noël. C'est, entre guillemets, une tradition dans des circonstances où c'est un nouveau conseil qui est élu. Alors, le temps qu'on prenne connaissance de l'ensemble du dossier, le temps qu'on puisse plutôt mettre du temps à travailler le budget. Donc, on va reporter son adoption au 31 janvier de 2022. Appuyé et résolu que le dépôt de l'adoption du budget pour l'année financière 2022 et du budget triennal d'immobilisation 2022, 23, 24 ait lieu lors d'une séance extraordinaire le 31 janvier 2022 à 19h. On l'ajourne aussi. On s'est assuré qu'il n'y avait pas d'urgence, que les gens ont c'est quand même une demande de permis. Les gens aiment bien avoir une réponse assez rapidement lorsqu'ils font des demandes de permis. Dans ce cas-ci, on va prendre la peine de traiter le dossier en plénière et on va revenir lundi prochain à l'ajournement là-dessus. Demande de dérogation mineure, même chose, ajournement. Encore là, on s'assure que les gens peuvent patienter jusque-là. Même chose. Donc, concrètement, qu'est-ce que les gens de Berthier-Masquinongé doivent s'attendre de votre retour en chambre le 22 janvier? En fait, c'est qu'on continue à travailler, puis là, on va arriver en force, puis on va brasser les affaires. Il faut que ça bouge rapidement. Vous savez qu'un contexte de gouvernement minoritaire, la dernière législature nous l'a démontré, quand on commence des actions, parfois, on n'a pas le temps de les finir. Moi, j'ai l'intention de régler des dossiers. Donc, entre autres, au niveau national, la loi sur la gestion de l'offre, c'est clair qu'on va partir de ça. J'ai parlé tantôt, dans le point de presse, des points qui se rapportent plus au niveau local. Fait que vous savez que 2 grandes préoccupations, c'est les berges. Évidemment, il y a la pyrotite qu'on partage tous dans la région. Après ça, il y a les berges. Je veux relancer ça. Je veux que le fédéral prenne ses responsabilités. Les tours cellulaires. Les trous cellulaires. On veut un programme dédié pour la couverture des trous cellulaires. Et ça, on a déjà commencé à travailler. On n'attend pas que le Parlement siège. Mais évidemment, ça
Ça va aider, ça va accélérer les choses. Ça, c'est bien important. Les enjeux de main-d'œuvre, on en a beaucoup parlé pendant la campagne. Maintenant, passons à l'action. On est rendu le 22 novembre, il est déjà tard. Il y a des choses rapides qu'on peut voter, comme un crédit, entre autres, pour les personnes de plus de 60 ans qui seraient éligibles à la retraite, qui voudraient continuer à travailler, que ce soit à temps plein ou à 2-3 jours semaine, c'est pas important, mais ces gens-là ont payé des impôts toute leur vie. Ils ont le goût de travailler, ils vont s'ennuyer s'ils ne travaillent pas. Puis les entreprises ont besoin d'eux et de leur expertise et de leurs compétences. Ça serait illogique de ne pas agir en ce sens-là. Les crédits d'impôt pour les gens qui s'installent dans les régions. On travaille beaucoup pour les travailleurs étrangers aussi. Faire venir les gens dans les entreprises agricoles. Puis parfois, quand on en parle, ça peut avoir l'air de des dossiers nationaux, mais on a une multitude de cas dans Berthier-Maskinongé de gens qui nous appellent d'une façon, je vous dirais, assez régulière. Puis on pousse les dossiers, on réussit à faire débloquer, mais c'est pas normal que ça doive passer par le bureau du député. Il y a des choses à améliorer dans le fonctionnement de ça et on va y travailler fermement. On lance notre effort à 3. Et puis, on s'était dit que si M. Trudeau va au Mexique avec M. Biden et que c'était les 3 amigos, nous autres aussi, on peut être les 3 amigos. La session débutera le 22 novembre prochain, la semaine prochaine. Et puis, nous, on s'en va à Ottawa pour défendre les priorités annoncées par le Bloc québécois. Ces priorités-là, qui sont au nombre de 5, s'ajoutent aux priorités régionales dont je vais parler par la suite. Premièrement, on veut combattre la discrimination engendrée par la création de 2 classes d'aînés. Pour nous, on va exiger un traitement identique pour tous. Deuxièmement, nous talonnerons le gouvernement fédéral afin qu'il se conforme à la demande unanime des provinces en haussant le niveau de transfert en santé de 6 % à 35 %. On va talonner là-dessus. En matière de changement climatique, on est déçus par le manque d'ambition des engagements du Canada. La COP, il ne faut pas juste y aller. Il faut prendre des décisions. Et présentement, ce qu'on a vu, c'est pas grand-chose. Nous défendrons également le poids du Québec dans l'ensemble canadien. Nous exigerons davantage de sièges pour le Québec. En dernier lieu, pour les priorités nationales, nous nous engageons à défendre, promouvoir et faire respecter la langue française plutôt que le bilinguisme institutionnel. Le dernier projet de loi sur la langue, d'ailleurs, parlait de bilinguisme institutionnel et c'est ce que vous avez vu avec Air Canada. Ça, c'est permis dans le cadre actuel. Maintenant, sur les enjeux locaux, avec mon équipe, qui sont ici présents, on a commencé une série de rencontres avec les élus, les intervenants économiques, les institutions d'enseignement supérieur, les groupes communautaires. Puis ces rencontres-là vont se poursuivre au cours des prochaines semaines. On a décidé de faire un tour d'horizon pour bien comprendre les priorités que l'on va amener à Ottawa. On a également mis sur pied un comité aviseur en matière économique, qui va nous aider à voir avec une perspective additionnelle les enjeux et priorités pour la circonscription. Moi, je pars pour Ottawa avec la ferme intention de travailler fort pour les citoyens de Trois-Rivières, en gardant le cap sur nos engagements électoraux, et vous vous en souviendrez, on avait parlé de développer le logement social, de stimuler la croissance verte, et d'accompagner les citoyens qui sont victimes de pyrotites. Donc, les engagements électoraux pris seront poursuivis. Je vais passer la parole à Yves Perron. Alors, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir de prendre la parole avec mes deux comparses, mes deux complices de la région, pour annoncer évidemment notre retour en force et notre arrivée fracassante à l'autre bord de la rivière des Outaouais, au Parlement canadien, pour défendre les intérêts du Québec, pour en faire la promotion constante. René a mentionné rapidement la question de la pyrotite. Je vais vous parler un peu plus. Là, Monsieur Villemur vous a présenté les enjeux nationaux et ces enjeux de Trois-Rivières. Je vais vous parler des enjeux, évidemment, pour Berthier-Maskinongé plus spécifiquement. La pyrotite est un dossier qui touche plusieurs circonscriptions, en fait, nos 3 circonscriptions. Et c'est un dossier qu'on va continuer à travailler. On a des attentes fermes. Vous vous rappellerez qu'on avait obtenu au dernier budget un engagement ferme au niveau de régler ça définitivement. On a eu des promesses qu'on fixait les montants à l'automne.
Là, ça fait 2 mois qu'on a eu une élection, il ne se passe pas grand-chose. On va poser des questions, on veut avoir des réponses. Il y a bien sûr le dossier de l'érosion des berges. Vous aviez reçu, vous étiez tous au courant de la démarche que je faisais qui commençait au niveau pétition et qu'on veut orienter éventuellement, potentiellement, vers un recours collectif pour forcer le gouvernement fédéral à assumer ses responsabilités quant à l'érosion des berges du fleuve. Nos municipalités riveraines, j'allais vous dire, ont des grandes difficultés. En fait, sont parfois sur le bord du désespoir. C'est parfois des travaux d'urgence pour sauver des ponçons de route qu'ils doivent faire. Et c'est inacceptable qu'on les abandonne dans cette situation-là. Ensuite de ça, les tours cellulaires. Vous savez, on en a parlé pendant la campagne. J'avais fait un point de presse à Saint-Édouard-de-Masquinongé. La semaine dernière, je me suis rendu dans la région du Lac-Souris, donc Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Mathieu-du-Parc, des secteurs qui sont peu ou pas desservis et où la sécurité de notre population est mise à mal. Écoutez, c'est pas un luxe, là. C'est comme quand on vous parle d'Internet haute vitesse, là. Bien sûr, Internet haute vitesse, on a réussi à débloquer les sommes vers Québec. On surveillera la situation d'ici la fin de 2022. Mais quand on parle de réseau cellulaire, là, parfois, c'est la vie des gens qui peut être mise en cause dans certains récits assez troublants qu'on nous raconte. Donc, il va falloir prendre un programme ciblé là-dessus. Et notre collègue, d'ailleurs, Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue, qui est responsable de ce dossier-là, est venu faire son tour la semaine passée, puis on est allé voir les gens. Il est en train de faire le tour du Québec, puis on va passer à l'attaque là-dessus. Donc, on veut régler le problème. Ça fait trop longtemps que les gens ont des promesses qui ne se réalisent pas. Ensuite, on a parlé beaucoup de la main-d'œuvre. Bien sûr, c'est un enjeu national, mais c'est aussi un enjeu local de première importance. Puis il y a des choses simples qu'on peut faire rapidement. Bon, oui, on est heureux que la PCRE a été retirée finalement. C'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est quand même un geste qu'il fallait faire. Il nous reste des gestes concrets qu'on peut faire. Crédit d'impôt pour les gens qui s'établissent en région, crédit d'impôt pour les gens de 60 ans et plus. Donc, on a la possibilité d'être créatif et réactif, rapide dans l'action pour régler ça. Les travailleurs étrangers aussi. Vous avez vu, dans les dernières semaines, on a fait beaucoup de démarches. Il y avait un blocage informatique au gouvernement canadien qui bloquait les demandes depuis plusieurs mois. Ça a pris une cellule de crise. Ça n'a pas de bon sens qu'on se rende là. Soyons efficaces et à la rigueur, transportons ça vers Québec, évidemment. Je termine avec mon dossier d'agriculture agroalimentaire. Particulièrement, c'est lui aussi un dossier national qui se répercute dans Berthier-Masquinongé. Il faut augmenter de façon urgente notre capacité de transformation régionale. Et dans les productions agricoles, il y a des non-sens totales où on va transporter des bêtes jusqu'en Pennsylvanie pour les faire abattre et pour les ramener. Puis en même temps, on tient un discours aux gens et on dit « limitez vos transports ». Essayez de réduire vos émissions de gaz à effet de serre, ça ne fonctionne pas. Et si ce n'est pas de l'efficacité, ça rend difficile la traçabilité. Donc, il faut augmenter la capacité de transformation régionale, particulièrement au niveau de l'abattage. Il y a des projets dans Berthier-Masquinongé, puis j'ai bien l'intention de les soutenir, puis de les appuyer, puis de pousser fort là-dessus pour que ça voie le jour bientôt. Sur ce, on répondra aux questions tantôt, mais je vous cède la parole à notre patriarche, notre vétéran, je vais l'appeler comme ça, notre vétéran, M. Plamondon. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. J'ai beaucoup de chance. Dans mon comté, j'ai trois régions. Je participe au caucus de la Montérégie avec la région de Sorel, le caucus du centre du Québec pour une partie du comté et une partie de la Mauricie avec l'autre caucus. Et je me rends compte qu'il y a des points en commun partout, surtout en ce qui regarde ce que mon ami a parlé, Yves, de la main-d'œuvre. Alors, on a ce problème-là, bien sûr, qu'on va travailler très fort au niveau de la main-d'œuvre. Plus précisément, il y a beaucoup d'actions dans le bout de Bécancour en ce qui regarde le parc industriel et on a de très, très gros projets. J'ai eu des rencontres avec Maurice Richard, le président du centre à Bécancour, du parc industriel, et les projets qui seront bientôt, j'espère, concrétisés, qu'ils le sont en partie, mais qui seront complètement concrétisés, ce sera au cours de l'année, donc bien orienter les nouveaux groupes là, qui veulent vers les programmes existants au niveau fédéral. Ça, c'est du côté économique. Du côté touristique, il y a aussi la partie de Nicolet qui caresse de très beaux projets.
et il va falloir bien sûr les supporter et ça a un rapport direct aussi avec le soutien par des programmes d'emploi. Si on a aboli la PCU et la PCRE, il reste qu'elle pourrait être mise en place au niveau culturel. C'est le domaine qui a le plus souffert pendant la pandémie. Alors ça, là-dessus, on sera favorable, bien sûr. Et je dois aussi constater que mon comté est à 85% un territoire agricole. Donc, toutes les sortes de production et de culture y sont. Et il y a besoin d'une modernisation des programmes au niveau fédéral. Et avec mon confrère Yves, qui est un porte-parole exceptionnel en agriculture pour notre caucus, eh bien, je compte bien y travailler de façon à ce que les problèmes rencontrés par nos agriculteurs, surtout avec le coût de la vie qui augmente, donc les intrants qui deviennent de plus en plus chers et les différentes productions en souffrent énormément aussi par rapport à l'augmentation nécessaire qu'il faut donner au prix du marché. Donc, il y a des ajustements à faire, des soutiens à apporter et cela, on va travailler très fort au comité dans notre caucus et pour nos régions. Là-dessus, je termine en soulignant que notre porte-parole officielle, bien sûr, pour la Montérégie, ce sera notre nouveau député qui a pris place depuis peu, mais qui a déjà fait sa marque à l'intérieur du caucus de façon exceptionnelle et à qui notre chef a donné des responsabilités importantes. Et ce sera lui qui sera donc notre grand porte-parole pour notre belle région de la Mauricie, ici. Et je lui souhaite le meilleur des succès et je suis certain que la région sera extrêmement bien servie et qu'il sera très attentif à toutes les demandes qui pourront provenir des groupes sociaux, des groupes d'intervenants politiques, des groupes d'intervenants également, d'intervenants économiques et culturels et les autres groupes de pression. Et aussi, il sera un excellent porte-parole en environnement, qui sera sûrement un sujet de conversation et de revendication au cours du prochain mandat. Merci. Tu étais rapide, tu as joué élite, tu avais beaucoup de talent. Est-ce qu'à un moment donné, tu avais des objectifs, des ambitions au baseball? Tu sais, je pense tout de suite à Éric Gagné, tu as à peu près le même âge qu'Éric, qui était à Repentigny, pas tellement loin d'ici, qui a percé au baseball majeur. Est-ce que tu as eu un rêve concernant le baseball? Non, pas un rêve. Je trouvais déjà le chemin au baseball majeur. J'ai jamais vu peut-être une opportunité pour moi. J'étais quand même assez bon, mais de là à faire un joueur des majeurs non plus, aucune idée, je crois pas, mais je croyais que j'avais plus de chance en tant que joueur. Donc, et j'aimais le hockey aussi. Une excellente équipe. Cette année-là aussi, j'avais fait partie de l'équipe Québec, les moins de 17 ans. On avait perdu en finale contre la Finlande. Et puis, non, c'était une belle saison. Malheureusement, on n'avait pas réussi à aller jusqu'au bout, mais des bons souvenirs, une excellente équipe. Et encore aujourd'hui, même si on avait 16 ans, donc je ne dirais pas exactement ça fait combien de temps, mais ça fait un bout, mais on reste encore en contact. Tu as joué à Hawkesbury, 140 points en 55 matchs. Est-ce que ça me dérange pas? Je vous laisse savoir. Il y avait une introduction avant ou non? Non, il va continuer. Ben, comment tu te sens par rapport à ce soir? Qu'est-ce que tu espères transmettre à travers cet entretien-là aux gens? Qu'est-ce que tu espères qu'ils retiennent? Ben, c'est tout le temps bien de revenir ici. Toujours eu des bons moments ici. C'est ici que j'ai grandi, puis à chaque fois que je peux revenir, ben, rencontrer les gens de la place, ça fait toujours plaisir. Justement, pourquoi c'est important pour toi de garder ce lien-là avec ta région? Je sais cet été, une surprise à Mme Pelland, des petites choses comme ça. Pourquoi c'est... Ben oui, parce que c'est mes racines à moi, c'est ma famille, c'est ici que j'ai grandi. Puis ça va tout le temps rester en dedans de moi. Fait que il y a un endroit que tu peux appeler
la maison, et pour moi, c'est ici. Véronique, moi j'ai une question par rapport à ton parcours qu'on connaît tous. Ça fait longtemps que tu es entraîneur de hockey. Je veux savoir, là tu diriges les Canadiens de Montréal, je veux savoir, à un moment donné dans ton parcours, est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit, hey, moi je pourrais peut-être accéder à la Ligue nationale. Est-ce que tu t'es posé cette question-là à un moment donné dans ton parcours? Ben, poser la question, ouais, graduellement, mais le jour que j'ai arrêté de jouer, je m'étais dit, tant qu'à coacher, je veux coacher dans la meilleure ligue au monde, puis je savais pas combien de temps c'était pour arriver, puis si c'était pour arriver, mais en même temps, j'ai pris l'expérience de mon passé de joueur pour savoir un peu qu'est-ce que je devais faire ou l'attitude que je devais avoir pour espérer peut-être avoir une chance de le faire. Puis j'ai pris cette expérience-là pour me nourrir de ça tous les jours, pour me préparer à passer d'une étape à une autre. Puis ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Moi, je vais aller dans la même avenue que mon collègue. Je veux juste savoir, est-ce que pour vous exactement, est-ce que c'était un rêve d'aller à la LNH en étant entraîneur ou en tant que joueur? Ben, c'est sûr que au départ, c'était pour être en tant que joueur. Mais à travers ce parcours-là, tu apprends plein de choses, puis tu vois plein de situations. C'est sûr qu'aujourd'hui, si je retournais au moment où moi j'étais joueur, il y a peut-être des choses que je ferais différemment ou des situations que j'aborderais différemment, mais peut-être que je ne serais pas le même entraîneur non plus aujourd'hui. Donc, je me suis servi de tout ce passé-là, ces expériences-là, ça m'a permis de me forger comme personne et puis entraîneur. Est-ce que vous diriez que votre passé de joueur vous a aidé, vous a aidé dans vos fonctions en tant qu'entraîneur? Oui, 100%, mais pas nécessairement juste du côté tactique ou technique ou peu importe, mais plus du côté de faire face à différents défis ou passer d'une étape à une autre. Puis, donc, cette façon de penser-là, plus que du côté tactique ou autre. Qu'est-ce que tu as le plus appris en tant qu'entraîneur, toutes catégories confondues que tu as dirigées, qu'est-ce que tu as le plus appris? Que peu importe le niveau, le jeu demeure le même. Plus tu montes de niveau, plus les joueurs sont habiles, plus ils sont rapides, plus ils sont gros, mais le noyau, le cœur du jeu demeure la même chose. C'est juste de rester toi-même là-dedans, puis de croire à ce que tu fais, puis croire au plan que tu mets en place. C'est certain que tu veux toujours le peaufiner puis l'améliorer, mais de rester là-dedans, puis de continuer à avancer là-dedans. Dans les moments plus difficiles de votre carrière en tant qu'entraîneur, est-ce que vous vous êtes déjà tourné vers vos mentors pour des conseils? Non, pas vraiment, mais j'ai plusieurs personnes alentour de moi qui même, on parle de mentor comme entraîneur, encore une fois, c'est pas juste par rapport à ce qui se passe sur la glace, c'est plus une façon de penser ou une mentalité. Fait que des fois, ça peut être même pas des gens de hockey, mais c'est des gens qui m'entourent, qui peuvent juste par leur appui ou leur mot d'encouragement, peu importe, peuvent nous aider à passer ces moments-là. Puis pour faire ça un peu à cette question, ce serait quoi, selon vous, l'aspect le plus difficile de votre rôle d'entraîneur-chef?
Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment difficile? Je regarde le travail que je fais, je suis assez privilégié d'aller à l'aréna tous les jours, puis de coacher un sport qu'on aime. C'est sûr que entraîner, coacher les Canadiens, il y a beaucoup de passion par rapport à notre équipe, tout ça, mais ça demeure aussi un sport. Donc les moments plus difficiles qu'on passe, en même temps, il faut rester dans les choses que tu peux contrôler à tous les jours, puis garder nos joueurs à penser de cette façon-là aussi. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un joueur qui vous a marqué lors de votre passage comme entraîneur dans la région ici? Ici, j'ai eu des moments très plaisants, beaucoup de succès avec l'Action de Joliette. Puis, je ne peux pas nommer juste un joueur, mais plus un groupe de joueurs avec lesquels je dirais que le hockey pour eux est encore important, mais ils savaient qu'en même temps qu'ils n'étaient pas pour gagner leur vie avec ça, ils n'étaient pas pour. Mais leur esprit de compétition, leur engagement dans ce qu'on faisait, la fierté avec laquelle ils portaient notre uniforme, c'est le plus beau souvenir que je garde des joueurs que j'ai coachés ici. Pour rester dans le même sujet un peu, outre Jacques Laporte, est-ce qu'il y a une personne, mettons, dans le secteur qui t'a aidé ou qui, justement, je vais dire que t'a aidé pour devenir coach ou quelque chose de genre qui t'a aidé à monter? Non, c'est certain qu'une fois que j'ai terminé de jouer, Jacques était entraîneur à l'Université de Trois-Rivières, de m'ouvrir la porte pour devenir adjoint avec lui. Je crois que c'était une belle opportunité pour faire mes premiers pas. Mais les gens de la région, mon frère qui j'ai coaché, mais avec qui toute notre jeunesse, on a parlé ou joué ou de hockey. Les amis comme ça aussi qui au quotidien. Donc c'est pas vraiment un moment précis, mais l'accumulation de personnes comme ça qui nous amènent à faire face à des situations, des défis comme lesquels je vis aujourd'hui. Quel a été le moment le plus marquant de votre carrière jusqu'à présent? Il y en a plusieurs, puis c'est dur d'en mettre juste un, parce que c'est certain que les championnats que tu gagnes, c'est des moments importants. Puis on parlait de l'Action tantôt, ça demeure des souvenirs aussi intenses ou importants dans le moment qui sont arrivés que la Coupe Montréal ou que le championnat du monde junior, que la finale de la Coupe Stanley, que le premier match coaché avec le Canadien. C'est juste les moments qui sont différents. Mais en même temps, il y a tout le temps un processus dans tout ce que tu fais puis qui t'amène à arriver à ces moments-là. Puis c'est pour ça que chaque victoire comme ça a une signification spéciale. Dominique, il y a environ 25-26 ans, alors que après ton stage universitaire et américaine, tu as joué un peu professionnel, notamment à Port-Noir, ainsi que la Ligue Côte-Est. Tu as joué professionnel versus aujourd'hui. Qu'est-ce qui a le plus changé dans la façon d'aborder les joueurs, les hockeyeurs professionnels dans ton temps versus aujourd'hui? Qu'est-ce qui a le plus changé? C'est pas juste dans le hockey professionnel, je pense en général, puis même c'est à travers plus que le hockey aussi. C'est la façon que probablement que les boss ou les patrons d'entreprise à ces moments-là devaient gérer leurs employés différemment aussi, comme les coachs d'aujourd'hui gèrent une équipe de hockey différemment qu'ils faisaient 25-30 ans. Donc c'est juste l'évolution du sport, mais aussi de la société. Puis, je crois que moi, comme joueur, j'aimais toujours savoir pourquoi on faisait quelque chose. Quand je comprends.
commerce avec ça, et que si nos joueurs comprennent c'est quoi les effets, pourquoi on le fait, c'est quoi les effets positifs ou négatifs de le faire ou pas le faire, tu vas juste mieux le faire quand tu comprends ce que tu fais. Donc, dans ce temps-là, quand moi je jouais, probablement que on prenait pas le temps de nous expliquer. On faisait ça parce qu'il fallait le faire. Aujourd'hui, je crois que c'est important pour les joueurs, mais en même temps, de mon côté, moi, j'ai tout le temps senti que c'est quelque chose que j'aurais voulu comme joueur. Donc, j'ai tout le temps un peu traité les joueurs comme ça. Donc, cette adaptation-là que les gens parlent de passer des joueurs, de passer d'une génération à une autre de joueurs, pour moi, je ne sens pas une si grande différence en cause que j'ai toujours donné de cette façon. On prendrait 2 questions. Dans le fond, vous avez un peu abordé dans vos moments forts le premier match que vous avez coaché en tant que coach canadien. Moi, je veux savoir, c'était quoi votre réaction quand vous avez reçu l'appel que vous étiez sélectionné en tant qu'entraîneur du Canadien? Marc m'avait demandé d'aller le rencontrer. C'est certain qu'en m'en allant là-bas, au moment où il m'a demandé d'aller le voir, je me doutais qu'il se passait quelque chose. Ma marche pour aller le rencontrer, je m'en souviens encore, j'étais quand même assez nerveux ou fébrile parce que j'avais l'impression que c'est ça qu'il allait me dire. Donc, encore plus ce moment-là que le premier match, parce que le reste après, ça va tellement rapidement. Puis, j'avais déjà été aussi derrière le banc du Canadien. Donc, c'était juste mon rôle qui changeait. Donc, ce premier match-là, pour moi, je me souviens c'est où, je me souviens c'est quand, je me souviens du pointage final, mais c'est pas le match, mettons, qui m'a le plus marqué, parce que ça allait tellement vite aussi. Une dernière question? Je vais encore Deux. Une. Mettons au moins une question, c'est quand est-ce que tu as eu le déclic que tu veux être coach? Tu sais, tes joueurs, le déclic de dire je veux être coach. Je savais que le jour que j'arrêterais de jouer, que je voulais rester dans le hockey, mais à faire quoi exactement? C'est venu graduellement. Puis c'est certain mes années en Europe où on avait un horaire qui était pas mal différent, puis que la façon que les clubs sont construits, c'est qu'ils partent du hockey mineur, ils font grandir leurs jeunes, c'est tout le même club. Il y a du hockey féminin, il y a du hockey junior, il y a du hockey mineur, puis à travers ça, j'ai été impliqué là-dedans avec les équipes parce que j'avais beaucoup de temps. Puis la plus grosse chose qui est arrivée, c'est ma dernière saison que j'ai jouée, c'est qu'à ce moment-là, les entraîneurs en Europe n'avaient pas vraiment d'équipe d'entraîneurs autour d'eux. Il y avait le coach en chef du hockey mineur qui venait aider comme adjoint, mais notre coach est tombé malade, puis c'est vraiment là que à gérer l'équipe en jouant avec un coéquipier, c'est que je me suis dit vraiment c'est ça que je veux faire après. Une dernière? Il n'y a personne d'autre qui veut poser une question. Moi, je vais finir en disant, pour vous, qu'est-ce que vous aimez le plus de votre travail? D'aller à l'aréna tous les jours pour travailler avec nos joueurs. T'sais, même si nos joueurs sont plus vieux, ils font beaucoup d'argent. Une fois qu'ils sont rentrés dans l'aréna, ils sont pas différents que n'importe qui d'autre. Ils veulent performer, c'est des compétiteurs. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des défis. Puis c'est ça qui est la beauté de
de notre travail, c'est que, à travers ton parcours, puis à travers une saison, ou à travers quelques saisons, tu passes des hauts, des bas, mais ça te prépare toujours à aller ailleurs, puis c'est pas tout le temps sur le coup plaisant, mais en bout de ligne, c'est ça qui est le défi, puis c'est ça qui est motivant. Merci beaucoup. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans Dautré et pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles tous les jours à compter de 18h et en reprise à 12h30. Sur ce, bonne semaine à toutes et à tous!